Il y a des études qui parlent d'une vingtaine de différentes espèces de morilles en Amérique du Nord. La morille serait indigène à l'Amérique du Nord parce que c'est ici qu'on trouve le plus de variété ou de variabilité, on va dire, là, dans les différentes espèces, entre guillemets. Comparé à des champignons qui sont symbiotiques obligatoires, fait que c'est des mycorhiziens obligatoires, la chanterelle ou le cèpe, le matsutake, c'est des champignons qui vont obligatoirement être en symbiose avec des arbres, une relation assez spécifique avec certains arbres. Donc, pour pousser, ce champignon-là a besoin d'être en relation avec les racines d'un arbre. Donc, l'organisme, le champignon comme tel, qui vit sous le sol, le mycélium aussi, qu'on dit, va être en relation, va être connecté avec des racines d'arbres. En fait, va fournir des minéraux et de l'eau à l'arbre. Puis l'arbre, en échange, c'est vraiment un échange, c'est bon pour les deux organismes. L'arbre va fournir les sucres qui proviennent de la photosynthèse que lui est capable de produire, que le champignon, lui, n'est pas capable de produire. Donc le champignon, c'est un excellent organisme, là. Il est spécialisé pour aller récolter les minéraux dans le sol et les rendre disponibles à l'arbre. Donc la morille, elle est mycorhizienne, elle est symbiotique, sauf qu'elle n'est pas obligée. On sait très bien qu'il y a de la morille qui pousse, qui n'est pas associée à aucun arbre, qui va pousser carrément sur de la matière organique qui est en décomposition, sur des feuilles mortes. Donc carrément là, dans de la matière organique, de la matière minérale. Exactement. Mais aussi, on sait aussi qu'elle est associée à des arbres, puis des arbres vivants ou des arbres moribonds, comme dans un feu de forêt. Fait que c'est ça, c'est à développer, tout ça c'est pas clair, on essaie de juste mieux comprendre un peu qu'est-ce qui se passe avec la morille là, en dessous du sol, là, puis connaître toute la dynamique là, de ce type de champignon-là. On a là, on en a une là encore. Ben, on va retrouver les morilles de feu à partir, je dirais, la fin mai. Ça peut aller jusqu'à la mi-juillet dans les forêts brûlées de pins gris, particulièrement là, les pinettes grises. Dépendamment des feux, on va retrouver des différences. On va voir la morille dans des pinettes grises matures de 40 à 80 ans. Où ça a brûlé beaucoup, mais on va en retrouver d'autres aussi dans des jeunes forêts de pins de peut-être 10-15 ans. Là, on va en avoir aussi. Donc, ça dépend d'un endroit à l'autre. Ça va différer. Je dirais qu'un cueilleur peut aller chercher une bonne journée, il peut aller chercher un 20 à 30 kg, alors qu'une journée moins bonne, ben, il peut ramasser 0 kg. Donc, c'est sûr que c'est toujours variable. Là. Ça dépend encore une fois du feu, puis de tout ce qui s'est passé là, dans l'environnement de ce feu-là. Et voilà. Quelques morilles. La morille, pour un cueilleur va être capable d'aller chercher entre 5 et 10 $ la livre. Donc, on peut parler d'une dizaine de dollars le kilo, aller au maximum, peut-être 15 à 20 $ le kilo. Puis ça dépend toujours de la qualité, de la quantité qu'il va apporter là, à l'acheteur. Nous, jusqu'à ce qu'on trouve des morilles ici, là, on était comme des enfants avec nos cartes au trésor, là, en train de regarder ça, puis se dire, on va aller là, puis là, il devrait en avoir. On a dit qu'il y a un petit trésor par là, puis là on se baladait en forêt, puis jusqu'au jour où on se baladait là-bas, une journée de pluie qu'on s'est dit on n'allait pas bouger, puis finalement on bouge, puis là hop, on voit notre première morille de la journée. Ça c'est beau, c'est le 28 mai, puis en fait là nous après on s'est mis tous nos petits ronds là, puis tous les petits ronds là qu'il y a partout, c'est tous les endroits où il y a des morilles quoi. Notre but ultime c'était de vérifier qu'il y avait des morilles, de vérifier le potentiel au Québec par rapport à tout ce qui se dit dans l'Ouest. Puis surtout d'essayer de lever le mystère sur beaucoup de choses qui se dit que... De mettre des chiffres sur des choses qui sont toujours dites, parce que nous quand on s'est renseigné pour les morilles, tout ce qu'on a dit à la caméra toujours, c'est que oui ça pousse dans des zones brûlées, sable affleurant et compagnie, mais nous on a été installés des sondes, donc là, ça, on va pouvoir maintenant le quantifier, puis surtout le vérifier finalement, en disant que oui c'est du sable, mais ça prend telle température, puis ça prend telle densité de peuplement, il faut pouvoir avoir un regard critique là-dessus, puis pas seulement aller cueillir finalement et sans regarder après le paysage qui entoure la morille quoi. Très bien qu'on aurait pu rentrer à Québec. Là on est dans une plantation, donc déjà on est à côté de notre campement, puis tout autour de cette plantation, donc ça c'est un buton qui a été planté, là ça nous reste à déterminer l'âge là avec les carottes qu'on a faites,
Mais tout autour ça a été récupéré, donc c'est récupération de bois brûlé, mais ici c'est resté debout, puis on pense que d'après les informations ils vont venir le couper encore ici. Mais là c'est comme, on peut dire qu'on est entouré un peu de buton là, vraiment, on est dans une zone assez plate vraiment. Mais on voit à quel point la microtopographie joue sur le secteur, quoi, parce que dans les zones plates on trouve rien, puis il suffit d'une petite dénivellation et d'une orientation d'une exposition sud ou nord ou quoi que ce soit, puis là-dessus on va trouver des champignons, quoi. Et donc tout ça, c'est des zones où on peut vraiment s'attendre à en voir. Puis, si on cherche un peu, voilà, elles sont là. Donc là, il y en a, et il y en a une autre. Puis certainement qu'il doit y en avoir d'autres encore derrière. Et certainement qu'on a dû venir en couper aussi, nous, ici. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est propice ici? Ben, c'est là où on voit que on est vraiment tout de suite sur du sable, quoi. Ouais. Si on regarde là-dessous, on est sur le sable tout de suite. Puis là, ça c'est comme un ancien tapis de mousse qui n'a pas vraiment brûlé. Ouais, c'est ça. Puis là-dedans, là, certainement on en a vu sortir. Ouais, quand même. Elle perce du tapis vraiment, mais sinon, son mycélium est vraiment dans le sable direct, quoi. Dans la matière minérale. Si Là. c'est trop épais, ben, elle passera pas. Donc, c'est pour ça qu'on spot en premier les zones plus grisâtres où là, c'est vraiment la cendre qui reste, le sol qui est brûlé. Ça vaut la peine d'éviter, quand on voit trop de mousse qui reste, là, des fois, ça vaut la peine d'éviter le secteur et de cibler des spots où il y a juste vraiment moins de mousse. Plus de matière minérale à découvert alentour des arbres. Ça, c'est frappant. Souvent, quand on voit les racines là à nu, puis limite les racines qui sont surélevées par rapport au sol, donc souvent elles vont aller pousser sous la racine, parce que ça on pense, c'est certainement ça aussi, c'est un microclimat pour le champignon. Un ombrage peut-être de plus pour éviter la sécheresse. Et ça garde une certaine humidité. Un gradient d'humidité. Puis du coup ça se retrouve fréquemment et en fait on regarde de plus en plus ça, vraiment le pied des arbres et sous les racines, donc là faut se baisser, puis là faut chercher. Puis souvent c'est prometteur, quoi. C'est très souvent quand on voit un gros pin gris au pied des racines, puis des fois carrément en chapelet, hein, le long de la racine on en trouve. Ça a été quoi votre plus grande surprise dans votre expérience de cette année? Au niveau des champignons, Ouais, ben, Les peu larves, importe. comme surprise quand même. les des larves, larves. ça a été une grosse surprise dont on s'attendait pas, une surprise malheureuse on va dire là plutôt. Mais sinon dans les heureuses surprises ça a été... La fiabilité de nos cartes en général, je pense, quand même. Ouais. Parce que tous les sites où on disait qu'il y en aurait, Il y en ça s'est avait. avéré qu'il y en avait beaucoup. Ça s'est vérifié, puis du coup, là, c'est à la fin, vu qu'on cueillait plus, on allait quand même prospecter pour voir vérifier nos cartes. Et ça s'est avéré que toutes les zones qu'on voulait aller voir s'il y avait de la morille, parce que notre carte le disait, et on allait voir, puis il y avait de la morille à cet endroit-là, quoi. Pas seulement des grosses quantités, mais quand même. Il y avait des morilles, quoi. Ça devient une passion, là. C'était vraiment intéressant, puis on s'est plongé là-dedans, puis on s'est pris comme un jeu là, de faire ça. Puis... Vous avez attrapé la fièvre des champignons. Voilà, On peut dire ça. on peut dire ça. Je pense qu'on a pas mal la fièvre, là. On est un peu chaud en ce moment. Il faut être prêt, puis c'est très court, c'est une très courte période. La saison des morilles, ça peut être 3 semaines, puis le pic des morilles, ça peut se jouer sur 2-3 jours, hein, vraiment. Après une pluie, là, un beau temps qui les fait sortir. Puis... C'est un peu pour ça aussi qu'avec nos sondes, on espère peut-être à pouvoir donner des conditions requises pour qu'il y ait émergence de morilles et pas partir 2 semaines trop tôt et rester 2 semaines dans le bois à pas cueillir parce que juste ils sont pas là. Pour que ce soit rentable, maximiser la rentabilité. C'est ça. Ouais. Parce qu'on l'a vu, les cueilleurs qui étaient étonnés que des morilles soient sorties début juin, mais en même temps, nous, la première information qu'on a eue, c'est que les morilles au Québec, ça sort début juin, puis ça se joue ces 2 semaines-là, les 2 semaines de juin, vraiment, c'est les 2 premières de juin, c'est là où ça se passe, puis il faut être prêt, puis il faut pas arriver trop en avance pour pas perdre de temps, puis en même temps, il faut pouvoir prospecter sur le terrain un minimum. Mais ça, nos cartes, par exemple, permettent de gagner du temps sur la prospection, quoi. Parce qu'on pourrait s'installer quelque part, puis dire, on sait très bien que là, derrière, c'est comme ça, puis qu'on va pouvoir aller ramasser dans ces zones-là, quoi. Et être efficace, du coup. Être vraiment très efficace. On va la couper. Et là, c'est le jour 25 aujourd'hui qu'on est là. Ouais. Mais vous autres, il y a l'histoire de cueillir, mais il y a aussi l'histoire de l'aspect scientifique. Ouais, qui s'est imposé. C'est pour ça qu'on reste aussi ultra motivé, c'est qu'on se dit, certes la cueillette c'est peut-être fini là pour ici en tout cas, mais nous on a tout notre côté scientifique qui nous permet de rester là, puis qui nous motive vraiment à se dire que il y a beaucoup de choses à faire, puis que toutes les données qu'on aura là pour l'an prochain, on sera certainement encore mieux préparé, quoi. Le sens aussi que pour toute l'organisation, juste s'installer dans le bois durant aussi longtemps, durant 3 semaines de temps, il y a plein de choses comme là, une chose qu'on aurait bien aimé avoir, c'est des vélos pour prospecter dans les chemins. Là.
C'est une chose qu'on n'aurait pas jamais pensé avant, mais du chemin, on en a marché pas à peu près, parce que notre pick-up, ça passe pas partout. Là. Non. Fait que, alors qu'en vélo... Ça, c'est un pick-up fourni par l'université? Non, ça, c'est un pick-up fourni par notre portefeuille. Par notre portefeuille, oui, gracieux. Donc ça, c'est... Vous allez avoir des dettes quand vous allez sortir de la forêt? Ouais. Bah, nous cette année, on finit dans le trou un peu, là, mais ça, on s'y attendait. Puis... Parce qu'on n'a pas pu avoir voilà. cette morée bonne. Mais s'il y a un peu l'histoire des laves... Allez, s'il n'y avait pas eu l'histoire des larves, on va vous montrer des tas de 2000. Est-ce que vous avez cueilli depuis que vous êtes arrivé? Ouais, ça, ouais, tout ça là, puis on en a jeté une partie déjà. Ouais, une aussi, bonne partie déjà qu'on a jeté. Ouais. Puis beaucoup qu'on laisse sur le... Parce qu'il y avait des larves, vraiment beaucoup de larves. Quoi. Ça veut dire que la cueillette est-tu à l'eau pour cette année? Ben, la saison continue, en tout cas, vous allez regarder les feux. ça nous a Bah, nous c'est ça, là, ça tombe bien que vous venez là, en fait, vous prenez vraiment entre deux feux là, parce que là, nous, on va partir demain, comme vous, on va tout replier, puis nous, on monte à Chibougamau, et puis on part voir le feu au nord, là, on a 2 feux qu'on voudrait faire. Puis tout ça, c'était déjà prévu avant même qu'on vienne ici. On avait déjà regardé d'autres feux. C'est quoi qui fait qu'il y a des larves dedans? C'est une mouche. Ouais, c'est ça. Et en fait, chaleur. il y a eu une grosse chaleur après des pluies là, puis nous les mouches c'est sorti du jour au lendemain. Là, s'il faut donner un chiffre, une fois qu'on sera allé à Chibougamau, ce sera 3000 pièces chacun qu'on aura mis. Ouais. OK. Puis en termes de champignons, vous avez pu en cueillir pour une somme? Pour peut-être 500 pièces, OK. certainement. Ouais. Mais il y aurait eu un potentiel de faire même un profit, de faire... Sans les larves. Ouais. S'il n'y avait pas eu ces larves-là, on aurait déjà remboursé donc à nous deux nos 6000 pièces, puis on aurait certainement pu se faire un profit d'au moins 1000 ou 2000 pièces. L'acquisition de connaissances que vous êtes en train d'aller chercher va permettre d'améliorer le système de cueillette. Voilà. Ouais. Finalement, on a payé pour ça, hein, cette année, on a payé donc, pour notre investissement, puis surtout la connaissance du terrain. C'est notre premier été de cueillette vraiment, puis on se dit que les prochains étés, ça va être très prometteur. Quoi. On peut pas tomber plus bas que ce qu'on est tombé là. C'est ça. Là, on commence avec le champignon le plus compliqué, puis au plus bas, là, puis... On se prend les larves, on se prend tout, puis finalement on peut que remonter la pente maintenant. Que notre matériel de base est déjà acheté aussi. Parce que déjà en fait la seule raison pour laquelle on s'est pas fait financer cet été, c'est que le projet a pris de l'ampleur avec l'été qui approchait. Puis du coup là on est arrivé aux portes de l'été, puis des gens voulaient partir derrière nous, mais là on n'avait plus le temps de demander des subventions, des bourses ou quoi que ce soit. Donc là nous on a dit on s'est lancé quand même, puis on verra par après, mais là au moins on a une base solide pour se faire financer certainement l'an prochain. Puis on a du matériel à dire, puis on sait dans quoi on s'en va maintenant. Comment vous avez trouvé ça, les gars, vivre 3 semaines dans le bois, dans le brûlé? Ah ben c'est super. Je pense que c'est toute une expérience unique. Ouais, c'est des warriors. À côté des moris, on se débrouille là, on essaye de pêcher. Ce soir on vous fera du pain, on fait du pain nous-mêmes, puis on fait plein d'affaires. Non, c'est toute une expérience, puis de vivre le bois surtout, de voir tout, comment s'organise, la nature, vraiment les cycles de pollinisation, les débits d'eau par exemple, donc toutes les flaques d'eau stagnantes qui diminuent, puis là hop, ça met des nouvelles zones à jour. Vivre avec le soleil aussi, l'heure a une notion relative, disons. Là. On se lève quand on pense que les temps de se lever. Puis, ici, souvent aussi la nuit, on soupe nous à 10h, 11h. Puis on se trouve tranquille à cause des mouches. Puis... C'est ça, à cause des mouches. On est bien la nuit parce qu'il n'y a pas de mouches du tout. Des étoiles qu'on voit super bien parce qu'on est perdu au milieu de nulle part. Puis on sent, c'est un rythme de bonheur. C'est un art la cueillette, puis je pense que c'est un rythme de vie à prendre, puis on y prend vraiment goût là, quand on se plonge là-dedans, puis on se dit on part pas du bois, puis en fait là on n'a pas vraiment envie d'en partir du bois. Enfin là on en part, mais pour retourner ailleurs. À contre-cœur, ouais. Voilà. Puis on pense à quand on va retourner en ville, à repartir en camping. On pense quand l'été va être terminé que on veut retourner dans le partir un peu. Puis mais c'est pas trop désolant d'être dans des feux, dans des endroits morts comme ça tout le temps? Moi je trouve ça fantastique. Il y a quand même la vie qui renaît au sol, on voit, c'est tout noir, mais il y a comme quelque chose qui revient du sol encore, puis on sait que derrière tout ça, il va y avoir une autre forêt. Puis on marche malgré tout dans des forêts très très vertes aussi, très très belles. Puis c'est sûr que c'est passé au feu, mais c'est tout jeune, c'est juste l'an dernier. Puis là ici dans 5 ans, il va y avoir des arbres qui feront déjà peut-être 2 ou 3 mètres de haut, parce qu'il y aura une régénération assez exceptionnelle, quoi. Donc c'est le début d'une nouvelle vie. Voilà, c'est le début d'une nouvelle vie. Puis ça fait partie du cycle naturel aussi de la forêt boréale au Québec. Des centaines de milliers d'hectares qui brûlent à chaque année au Québec. Puis ça fait partie du paysage, on peut pas faire autrement. Donc le voir, c'est bien, savoir que ça existe au Québec. Comment ça a été quand vous avez cueilli votre première morille? Comment vous êtes senti? Oh, ça a été toute une histoire. Ouais, c'était un soulagement. On s'est senti soulagé parce que finalement ce que ça nous disait, c'est que c'était dans une des zones de nos cartes, puis que finalement on n'était peut-être pas fou d'être venu là, puis que notre première morille, on l'a pas trouvée au bord de la route en venant là, on l'a retrouvée parce qu'on l'a cherchée là où elle devait être. Ouais, puis elle était là. Puis qu'elle était vraiment là, donc
là à ce niveau-là, ça a été un gros soulagement. Puis là on s'est dit bah, l'été commence vraiment pour de vrai, quoi. Et après hop, donc là ils sont posés, ils sont empilés. Puis bah, après pour la pluie, là-bas en fait tu vois c'est super large, donc on n'a pas besoin de mettre de porte, au moins ça reste un peu aéré. Puis le soir après on déroule ça, puis là on a nos œillets, enfin bref après on ferme ça, puis on c'est sûr qu'on pourrait le rendre hermétique, puis mettre un poêle là-dedans pour limite continuer la nuit, mais... Ouais, c'est ça. Mais on va voir quel effet ça fait, parce que là on a une sonde au milieu, là, il y a une sonde de température humidité relative. Puis on en a une autre dans le gobelet blanc qu'il y a dans le milieu là-bas. Donc on va voir la différence. On va voir la différence d'humidité en dessous de l'abri durant la nuit, puis à l'air libre. Donc voir si c'est quand même assez efficace, si la température... Ça l'humidité quand même ou pas, mais... Ça c'est tout au nord cette affaire-là. Ça ici, c'est au nord? Bah c'est on nord. As-tu l'air moins magané que les autres? Ouais, plus C'est un nouveau flush là, plus récent, qu'est-ce qu'on aurait du côté de ça? Anthony, qui est-ce que ça peut intéresser, ça, la cueillette de la morille? Mais ça, c'est une super bonne question. Qui ça va intéresser? Moi, le monde qui aime ça jouer dehors, premièrement. C'est sûr que j'ai l'impression que c'est souvent des gens qui aiment ça se retrouver en dehors d'un système bien encadré. Moi, j'ai l'impression. Ça fait du bien à beaucoup de gens de se retrouver en dehors d'un système, dans un milieu sauvage. Puis, ouais, on dirait que c'est souvent... J'ai pas envie de dire du monde marginal, mais tu sais, là, toutes sortes de drôles de monde bien colorés là, qu'on retrouve en dehors, tu sais, là. Fait que c'est ça, en dehors d'un cadre bien établi, dans une nature, là, sauvage, ouais, c'est à peu près ça, là. Parce que c'est pas vraiment réglementé comme système. Non, ça veut l'être au Québec, mais ça ne l'est pas encore, puis moi j'aime ça, j'aime cet aspect informel-là, là, qui donne de la place pour ces gens-là qui se retrouvent dans ce genre de milieu-là, ouais. À quoi ça ressemble dans l'Ouest canadien, quand les gens vont cueillir? Là? Ouais, ben pour la cueillette de morille, souvent, ça va être des zones... à chaque année, c'est une nouvelle zone, parce que c'est un nouveau feu chaque année. En fait, les morilles vont être récoltées sur des nouveaux feux. C'est un an après le feu. Donc, à chaque année, c'est des nouvelles zones de récolte. Fait que c'est toujours des nouveaux... Ça a fini par être des espèces de petits campements temporaires, des espèces de petits micro-villages de cueilleurs qui se créent dans les zones propices pour la cueillette de morille, comme à chaque année, chaque printemps. Puis c'est des genres de villages qui vont migrer des fois dans différents feux, qui vont peut-être monter dans le nord au fur et à mesure que la saison passe. Puis, fait que c'est ça. C'est des gens qui savent s'organiser avec pas grand-chose souvent, puis qui apprécient juste le simple fait d'être dehors. Là. Puis être capable de faire de l'argent aussi, tout en étant dehors, là, dans un milieu naturel. Puis avec l'acquisition de connaissances puis l'effervescence qu'il y a au Québec, est-ce qu'il y a des chances qu'on voit ça, des petits micro-villages qui se forment en forêt, un peu comme le système de postes d'achat de bleuets qui existe? Moi, j'espère que oui. Puis je pense que ce qu'on va quand même avoir besoin de faire, c'est, bon, peut-être, j'ai pas envie de dire structurer ça, mais peut-être aider, quand même offrir là, des formations, là, sans que ce soit quelque chose de trop compliqué, mais au moins des formations pour s'assurer que les cueilleurs cueillent les bons types de champignons. Mais une morille, quand on sait c'est quoi, on se trompe pas. Il faut aussi savoir cueillir quelque chose qui est de qualité. Puis, mais sinon, peut-être offrir... Moi, j'aimerais ça qu'on puisse offrir une certaine structure qui permettrait un certain confort aux cueilleurs. Fait que, juste, exemple, s'il y a un acheteur de champignons sur le terrain, comme on peut le faire à Nico, par exemple, ça peut en être d'autres. Cet acheteur-là peut aussi permettre d'avoir une structure, exemple, juste à ramener de l'eau qui est saine du village, vu que cet acheteur-là va souvent aller en ville pour des besoins là, qui sont propres à lui. Là. Peut-être un peu de bière? Comment? Peut-être un peu de bière. Peut-être un peu de bière, justement, puis pas les vendre le trip du prix, là, mais je veux dire, juste rendre la vie en forêt plus facile. T'sais. Puis que des fois, ça peut être des concertations, réunir les gens, peut-être des petites soirées de discussion, savoir si les choses vont bien, comment on peut organiser ça autrement, pour que les gens s'en trouvent le mieux possible. Je pense aussi, ce qui est assez important, c'est une certaine transparence entre peut-être la compagnie qui est acheteur de champignons et les cueilleurs, pour être sûr que les cueilleurs soient à peu près au courant de c'est quoi le prix d'une morille, puis toutes les dépenses là, qui peuvent être encourues là, pendant tout ce processus-là, puis garder une relation la plus saine possible. Comment différentes sortes, là, mais que quand t'en as
T'en as une là-bas, là. Ouais, c'est peut-être. Je sais pas si c'était là très rare, mais là, bref, donc là, voilà, ici, il y en a partout. Et tu vois, elles sont beaucoup plus petites par contre. Mais où est-ce que. Tu vois, elles sortent là, puis ça, c'est sorti vraiment il n'y a pas super longtemps tout ça. Puis il y en a une couple là, de toutes petites ici encore là. Tac. Et ça tu vois, ces zones qu'on parlait là, qui viennent avec une grande fréquence là, toutes ces zones. Moi, je suis biologiste à la coopérative forestière de la Rivière-au-Saumon à la Dorée. Le projet champignons qu'on a, c'est que la coop voulait se lancer dans un projet de commercialisation de champignons. Et puis, ils m'ont engagé comme biologiste. Donc, c'est moi qui ai chargé de projet sur le projet champignons. On a engagé des reboiseurs-cueilleurs, on a 15 reboiseurs-cueilleurs. Donc, ils font du reboisement. Quand les champignons sortent, on arrête le reboisement, on va sur la cueillette. On fait ça avec 5 espèces: morille, chanterelle, dermatose, matsutake et cèpe. On se concentre sur 5 espèces, c'est la cible qu'on s'est donnée, mais on va beaucoup plus large, là, chanterelle en tube, les bolets, donc on a plusieurs espèces autres. Mais on s'est vraiment concentré, on s'est donné comme objectif de cueillir 5 espèces. Fait que nos cueilleurs ont été engagés, nos reboiseurs-cueilleurs ont été engagés pour ça. On les a ils ont suivi la formation avec le Cégep de Saint-Félicien, formation de cueilleurs de l'ACCHF, l'Association pour la commercialisation des champignons forestiers. Donc, on a eu 3 semaines de formation intensive à 40 heures semaine au printemps. Et pendant l'été, la formation terrain se continue. Comme ce matin, on est rentré dans les champignons. Je les ai donné 3 heures de formation champignons, comment cueillir, comment nettoyer la morille. Après ça, on les laisse en forêt. Ils ont des moyens de communication, c'est sûr. Ils sont toujours en contact avec nous autres. On se promène, on fait le lien entre les cueilleurs. On va ramasser ce qu'ils ont, on va leur porter des paniers. Donc, on se promène comme ça avec eux autres. Là. Puis comment vous faites pour cibler les endroits où est-ce qu'il y a des champignons? C'est sûr que pour cibler les endroits où il y a des champignons, c'est sûr que dans le feu, c'est quand même pas évident. Une des raisons pour lesquelles la coop m'a engagé comme biologiste, c'est que moi j'ai une compagnie de commercialisation de champignons. Donc je m'y connais quand même en champignons. Je sais dans quel peuplement ça va sortir, quel type de brûlé ça prend, dans le cas de la morille. Même chose pour la chanterelle, les autres espèces. Donc, on sait où aller. Ça fait quand même quelques années que je cueille, donc j'ai une bonne expérience. Je sais pas mal où me diriger. Fait que moi, je fais de la prospection sur le terrain. Donc, pendant l'été, ma job, c'est de m'occuper du projet, mais aussi de faire la prospection sur le terrain. Fait que moi, je me promène, je m'en vais dans des peuplements typiques pour telle espèce. Quand ça sort, j'avertis mes reboiseurs, on arrête le reboisement, puis ils viennent cueillir. C'est un nouveau métier en émergence, ça veut dire ça, les prospecteurs de champignons? On espère que. Je pense que la coop, c'est la première à faire, à chercher le créneau reboiseur-cueilleur. On espère que ça va fonctionner cette année. On a quand même, aujourd'hui, c'est peut-être pas une bonne saison pour la morée, on ne sait pas, mais ça a l'air à sortir quand même un peu aujourd'hui. Fait qu'on va voir dans les prochaines journées qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est sûr que la morée de feu, c'est jamais certain. On ne sait jamais si ça sort, si ça sort pas. Par contre, les autres espèces pendant la saison, chanterelle, dermatose, matsutake, bonne année, mauvaise année, ça sort toujours. Fait que de ce côté-là, on va avoir moins de problèmes, ça c'est sûr. Là. En France, donc déjà le territoire est beaucoup plus petit, puis du coup à ce niveau-là, toutes les talles de champignons qui peuvent être, qui sont potentielles quelque part, elles sont connues quoi. Puis les gens se les lèguent, de génération en génération. Donc c'est le père qui lègue sa talle à ses enfants. Du coup c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la culture. Puis tous les ans, on sait qu'une talle va redonner des champignons, que ce soit les espèces de girolles, de cèpes, de bolets et compagnie. Et du coup, c'est quelque chose de fiable, puis ouais, c'est vraiment dans la culture, un patrimoine, vraiment un patrimoine. Séché, ça va être revenu. Selon toi, le potentiel de récolte au Québec, il est bon? Je pense qu'on apprend à le découvrir. Là. On apprend à utiliser les outils qui sont à notre disposition, les cartes éco-forestières. Puis tranquillement, ouais, c'est sûr qu'il y a la morille, on va se rendre compte au fil des années, si on est capable d'avoir une stabilité là, dans les quantités récoltées là, chaque année. C'est sûr que c'est pas très stable là, à date, là. Mais il y a de la quantité, puis il faut continuer à travailler là, comme il faut là, pour être capable de bien encadrer ou bien exploiter ça, là, entre guillemets. Puis il y a tellement de sortes de champignons qui sont bourrés de potentiel, puis il y a de plus en plus de monde intéressé à accueillir, du monde intéressé à acheter ces champignons-là, nos concitoyens qui sont de plus en plus intéressés à découvrir ces goûts-là puis à cuisiner avec ces produits-là qui sont des produits purs là, qui poussent chez nous dans la forêt naturelle. Fait que c'est clair que le potentiel est là. Moi, j'arrêterai pas de penser ça.